Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on va prendre de la hauteur par rapport à d'habitude avec un angle très macro sur la société humaine dans son ensemble. Je suis avec Arthur Keller. Bonjour Arthur. Bonjour Xavier. Alors, tu es ingénieur en traitement de l'information, tu as plusieurs diplômes d'ingénieur d'ailleurs, mais surtout ça qui est intéressant aujourd'hui, spécialiste de l'analyse systémique et de la prospective, des stratégies de résilience collective. Alors, ça fait un peu beaucoup d'entrée de jeu pour commencer cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et nous expliquer ce qu'est la prospective ? Oui, alors je peux effectivement me présenter et expliquer, je pense que je peux le faire, expliquer ce qu'est la prospective, sachant que je ne suis pas un prospectiviste. Hein. Attention, je fais de la prospective, mais c'est un métier aussi, et ce n'est pas le mien aujourd'hui. Donc je vais clarifier peut-être ces points-là. Donc me présenter brièvement, je travaille aujourd'hui comme expert. En fait, j'ai deux casquettes. D'une part, effectivement, je suis expert, et je suis expert à la fois des risques, en tout cas de l'analyse systémique des risques qui pèsent sur les sociétés modernes, et des stratégies de résilience, c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour se préparer face à ce qui arrive, mais également pour attaquer les risques, faire en sorte de les minimiser le plus possible. C'est pas juste les accepter et s'y résigner. La deuxième chose, la deuxième partie de mon expertise, c'est qu'également j'ai un passé de scénariste, et que ça me donne une dimension, en tout cas je pense qu'elle est importante, de on va dire storyteller, mais je suis désolé de faire cet anglicisme, mais disons voilà, quelqu'un qui va également essayer d'inspirer en pensant l'avenir et en le racontant, plutôt que juste donc dans le fond, je suis vraiment scientifique, j'ai une approche scientifique, et après j'essaie de superposer à ça une forme qui est plus créative, je dirais, et j'espère inspirationnelle. Voilà. Alors la prospective, donc effectivement, mon travail s'inscrit dans une démarche prospective, et même pour être plus précis, je dirais dans de la prospective stratégique. La prospective, alors je vais dire ce que c'est. En fait, la prospective, déjà, de manière générale, c'est une discipline ou un champ disciplinaire qui s'intéresse à l'avenir, qui essaie d'envisager ce que l'avenir peut être. C'est pas de la prédiction, ce n'est pas de la divination, encore moins, voilà. Comme je disais, c'est un métier. Je ne suis pas prospectiviste, je le précisais tout à l'heure, mais j'ai un certain nombre de choses en commun avec ce que font les vrais, entre guillemets, prospectivistes. C'est un métier qui nécessite des méthodes, de la méthode, et puis des méthodes spécifiques également. Si tu veux, si vous voulez, on peut dire qu'il y a deux façons globalement de faire de la prospective. Il y a soit par extrapolation du passé, et ça pour moi c'est intéressant toujours, parce que on peut dire que la manière dont les gens réagissent aux crises ou ce qui se passe dans le monde réel est souvent la même. En tout cas, on peut en tirer des leçons. Donc on peut extrapoler certaines choses du passé. Mais il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas tout extrapoler. Puis la deuxième manière de procéder, c'est vraiment plus créatif, avec ce qu'on appelle les scénarios dynamiques. Un certain nombre, voilà, on regarde les différents scénarios qui peuvent se produire. Voilà. Et puis moi, ce que j'aime donc dans la prospective, c'est qu'on peut y mettre une approche vraiment systémique, très, très interdisciplinaire. Je ne vais pas dire transdisciplinaire, parce que personne ne maîtrise suffisamment toutes les disciplines pour faire de la transdisciplinarité, mais en tout cas une approche très interdisciplinaire, à la fois sur des sciences dures et sur des sciences humaines, sciences sociales, on va dire. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est d'arriver à départager ce qui relève du choix, donc là où on peut influer sur le réel, et ce qui relève du déterminisme, là où il y a des choses qui sont engagées, et on va être obligé de s'y adapter quoi qu'on y fasse. Exemple, le climat, le dérèglement climatique a une grande inertie, 20, 30, peut-être 40 ans, ce qui fait qu'on considère que de toute façon, aujourd'hui, on subit les conséquences de l'histoire climatique jusqu'il y a une trentaine d'années. Et que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont les gens dans 30 ans qui vont commencer à en vivre les conséquences. Donc il y a des déterminismes également. Alors la prospective stratégique, juste pour terminer là-dessus, parce que j'ai dit tout à l'heure que je m'inscrivais plutôt dans ce courant-là, c'est une prospective, alors je pense que c'est assez français. Ah oui, déjà, il faut savoir qu'il y a je répondrai pas la même chose si on était ailleurs. Ça dépend des pays. Aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus théorique finalement. Étonnamment, parce que souvent les Américains sont plus concrets. Mais là, en l'occurrence, aux États-Unis, ils ont une approche plus complète, essayent de lister tous les scénarios possibles. Bon,
Et nous, en France, on est plutôt sur de l'aide à la décision, si tu veux, des choses très, très concrètes. Ça pose à la fois la question de ce que va être l'avenir et de ce qu'on peut faire aujourd'hui également face à ce que peut être l'avenir. Alors le souci, j'ai envie de dire, aujourd'hui avec la prospective, parce que c'est un outil extrêmement important et on trouve des prospectivistes dans des grandes entreprises, mais aussi surtout dans des institutions. C'est très intéressant, ça éclaire les choix. Une fois de plus, ça peut être un outil d'aide à la décision absolument majeur, qui influe concrètement sur l'avenir. Mais le souci, c'est que pour faire de la bonne prospective, il faut être capable de prendre conscience et d'annihiler ses propres hypothèses implicites, comme on dit, c'est-à-dire ses biais, les biais il y a un certain nombre de biais cognitifs, mais de biais idéologiques également. Mmh. Voilà, donc il faudrait idéalement éliminer tout ça, et il y a très peu de gens qui savent le faire. Il faudrait idéalement être vraiment dans une transdisciplinarité totale, et il n'y a personne qui sait faire ça. Et puis, souvent également, parce qu'on manque de moyens et qu'on ne peut pas élaborer trop de scénarios, on va faire des choix dès le départ. Donc, on s'est déjà orienté la réflexion dès le départ. Et ça, c'est un problème. Donc, pour clôturer là-dessus, excuse-moi d'avoir été un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est très important, la prospective. Pour clôturer là-dessus et répondre à ta question pleinement, la prospective est super utile, mais le souci, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que la prospective ne dit pas l'avenir, mais des fois, un certain nombre de décideurs utilisent ce qu'ont produit des prospectivistes pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, pour présenter cela comme si c'était voilà ce qui va se passer. Bon, et du coup, justifier certains choix politiques. Donc souvent, il y a une instrumentalisation des prospectivistes par les décideurs. Il faut faire attention à ça. D'accord. Alors effectivement, ouais, tu disais que c'était difficile de changer de paradigme. Alors tu dis dans une de tes conférences qu'il faut pas changer le système, mais il faut changer de système. C'est quoi ton constat à toi des limites de notre société actuelle? Alors un plan un peu général, peut-être systémique justement, un peu trans-silo. Peut-être que tu peux nous expliquer aussi ce terme-là que tu utilises beaucoup. De quoi, de silo ou Ouais, de le constat en fait actuel sur ouais. euh, la- les limites de notre société et là où on se dirige si on n'arrive pas à changer de système, quoi. Alors déjà, je me base sur des travaux qui existent, et notamment, puisque tu parles de limites, je me base sur des travaux en dynamique des systèmes, et des travaux, d'une part, et des travaux en sciences du système Terre. Alors, la dynamique des systèmes, c'est comment on modélise et la manière d'évoluer dans le temps de systèmes complexes, c'est-à-dire constitués d'un grand nombre d'éléments très divers en interaction, avec des règles d'interaction elles-mêmes diverses. Et on regarde un petit peu comment ça évolue, sachant qu'il y a des choses qui sont difficiles à prédire, voire impossibles, parce qu'il y a des fois des phénomènes chaotiques. Il y a des choses dont on sait qu'elles vont exister, mais qu'on ne sait pas bien modéliser. On sait juste qualitativement dire qu'il y a des effets de seuil qui vont être passés et que ça va influer comme ci, comme ça sur le système, mais sans forcément pouvoir dire exactement quand le seuil va être passé. Et puis C'est il y des a des choses qu'on n'a choses. jamais vécues, donc on peut pas modéliser sur le passé, quoi. Exactement, l'extrapolation à partir des données statistiques, des jeux statistiques du passé, ne s'y prête pas, voilà, ou ne s'y prête plus. C'est ce qu'on voit encore une fois pour parler du climat, c'est ce qu'on voit là, mais c'est valable également pour des questions d'évolution et de dérèglement des grands cycles naturels aujourd'hui. On est hors cyclicité, on est hors variabilité naturelle, et les données statistiques du passé ne s'appliquent plus, ou en tout cas très mal. Voilà. Quand on voit des événements climatiques tous les ans, peut-être pas tous les ans, mais tous les quelques années, quand on voit qu'il y a des événements climatiques qui ne peuvent statistiquement se produire que tous les 10 000 ans, par exemple, ou tous les Mmh. 1000 ans, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que nous n'utilisons plus les bons jeux de données pour extrapoler l'avenir. Donc il y a tout un tas de choses, en tout cas, qui sont importants dans la dynamique des systèmes, parce qu'il y a certaines choses, certains éléments qu'on peut déduire, certaines grandes directions dans l'évolution des systèmes qui sont anticipables. Et donc, on peut tirer des conclusions intéressantes, même si là encore, ce n'est pas de la prévision au sens classique du terme. Donc, il y a cet aspect de dynamique des systèmes, et puis il y a l'autre aspect. Et donc là, on voit, quand on modélise des systèmes, on voit qu'il y a des limites, effectivement. Il y a un périmètre à l'intérieur duquel le système fonctionne, et si on sort de ce périmètre, soit il dysfonctionne, soit carrément il arrête de fonctionner, il tombe en panne ou il s'effondre.
À côté de ça, nous avons donc la science du système Terre, qui est comment on modélise et comment on étudie, comment on caractérise en fait les problématiques sur l'ensemble de. Alors, système Terre, on pourrait dire l'ensemble de tout ce qui tout ce qui fait fonctionner notre espace de vie sur la Terre, ce que certains appellent la zone critique. Alors globalement, ça veut dire quoi? J'en parle dans mes conférences, je développe très souvent ça au début parce que c'est quand même au cœur de mon travail. Donc je ne vais pas refaire une conférence ici, je vais renvoyer les gens vers des vidéos qu'ils pourront trouver en ligne ou des événements s'ils veulent venir me voir en conférence prochainement. Mais globalement, pour faire simple, notre monde naturel, on peut en faire une caractérisation dans un premier temps en découpant en silos, et dans un second temps, justement, grâce à la dynamique des systèmes, en regroupant ces silos. Les différents silos donc, que moi j'utilise, ce ne sont pas des notions que j'ai inventées, mais j'ai mis ça sous forme d'un modèle pédagogique, c'est ce que j'appelle le modèle des sphères. Et donc, il y a d'abord une sphère qui est la lithosphère, l'ensemble, le manteau terrestre, la couche externe du manteau terrestre de la planète, dont on tire nos ressources, un grand nombre de nos ressources. Voilà, et donc là, à ce niveau-là, on atteint un certain nombre de limites sur la capacité à extraire un certain nombre de ressources. Pour prendre juste un exemple ou deux, si on regarde par exemple le pétrole, il y a une limite à ce que l'on peut tirer du sol, mais ce n'est pas une limite purement géologique. Voilà, la question du pétrole, c'est pas une question de stock, davantage que ce serait une question plutôt de flux. C'est surtout une question de est-on capable de fournir à nos sociétés le flux dont elles ont besoin. Et ça, c'est pas une notion simplement géologique. Y a-t-il du pétrole dans le sol quelque part? C'est est-ce qu'on est capable d'aller le chercher techniquement, industriellement, à quel prix? Et ensuite, est-ce qu'on est capable et sous quelles conditions? Ensuite, il est acheminé d'un point A à un point B, et qui peut en avoir? À quel prix? Voilà, Donc donc ce c'est sont des. logistique, économique, géopolitique en fonction des endroits où ça se situe. Oui, il y a évidemment géopolitique, voilà, ou même géostratégique. Il y a des enjeux derrière extrêmement forts. Donc la question, c'est souvent, est-ce que vous aurez du pétrole là où vous êtes demain? Et c'est pas juste, est-ce qu'il y a du pétrole sur Terre? Enfin bon, bref, passons. Donc tu as un certain nombre de limites dans ce qu'on est capable de tirer du sol et d'acheminer pour faire d'un point A à un point B pour faire fonctionner les sociétés humaines. Ensuite, la deuxième dimension du monde naturel, ça va être l'atmosphère. Bon, alors ce qu'on voit, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui touchent l'atmosphère et de limites là aussi. Limites au-delà desquelles le système atmosphérique se dérègle. Donc là, typiquement, on peut parler de dérèglement climatique, on peut parler de la pollution également, la pollution atmosphérique, en tout cas, voilà. Et puis des grands cycles, le cycle de l'oxygène, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote. Tout ça, ce sont des cycles qui font intervenir en tout cas l'atmosphère. Il n'y a pas que, mais et il y a des limites également dans ce que l'on peut faire subir. Dans ce que l'on peut faire subir à l'atmosphère. Bon, aujourd'hui, Ça, c'est la biocapacité, du coup, c'est ça? ouais, alors faut faire attention à ce terme-là parce que je l'ai déjà utilisé moi-même dans le passé, mais d'une manière, comment dire, un peu light, d'une manière un peu large plutôt, parce que c'était plus, à mes yeux, plus pédagogique de fonctionner comme ça, et en même temps, c'était un peu moins rigoureux. Voilà, donc disons qu'aujourd'hui, ce dont je parle plus que de biocapacité et d'empreinte écologique, qui sont des indicateurs qui existent, mais qui ont une définition très précise, qui se mesurent en hectares globaux, et il faudrait expliquer, ça prendrait beaucoup de temps parce que ce sont des concepts finalement assez poussés, avec des conventions de calcul qui sont très spécifiques et qui sont déterminées par le Global Footprint Network aux États-Unis. Bon, bref, donc non, disons que j'utilise des concepts qui s'en rapprochent, mais qui sont plus généraux, un concept de pression écologique en amont, et derrière d'éco-capacité, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui, mais grosso modo de capacité de la planète Terre à encaisser ce qu'on lui inflige. Alors si tu veux bien, je vais y revenir juste après, mais je termine Oui, sur les sphères. voilà, les différentes sphères. Donc je disais, il y a la lithosphère et l'atmosphère. La troisième sphère, ça va être l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Souvent dans mes conférences, je fais la distinction entre l'hydrosphère et la cryosphère, qui est l'ensemble des glaces. Bon, au sens strict du terme, la cryosphère est incluse dans l'hydrosphère. Mais effectivement, que ce soit les eaux liquides de surface, de profondeur, qu'elles soient saumâtres ou
ou que ce soit de l'eau douce, toutes les eaux sont aujourd'hui également en atteinte d'un certain nombre de limites dans l'équilibre chimique de ces endroits. Donc il y a des pollutions physiques, chimiques, matérielles, plastiques notamment. Il y a des pollutions, et puis il y a des zones mortes, et puis il y a des phénomènes d'assèchement, et tout ce qui est cycle de l'eau est totalement en réalité disrupté, hein, totalement foutu en l'air aujourd'hui, déréglé. La cryosphère, c'est pareil, c'est l'ensemble des glaces, et ça fond plus ou moins vite en fonction de ce qu'on regarde, mais ça fond quand même beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années, ça s'accélère, et on voit qu'on n'avait pas encore tout compris et tout bien modélisé. Donc voilà, donc il y a l'hydrosphère / la cryosphère. Ensuite, nous avons la biosphère, qui est l'ensemble du vivant terrestre. Et donc là, c'est vraiment tout ce qui vit, faune, flore, les champignons, les bactéries, tout ça, ça rentre dans la biosphère. On pourrait y mettre l'humanité, mais souvent l'humanité, on la met dans une autre sphère, et je vais y venir juste après, qui est l'anthroposphère. Voilà, donc le vivant terrestre, et là on est également à des limites, c'est-à-dire que le vivant terrestre a une capacité d'adaptation face à des dérèglements, mais cette capacité, elle est limitée. Et aujourd'hui, manifestement, ce qu'on inflige au vivant est supérieur à ce qu'il peut supporter. Ça se traduit comment? Dans un effondrement du vivant, tout simplement, qu'on observe, évidemment pas de manière uniforme, mais qu'on observe un peu partout sur Terre. Voilà, aujourd'hui, les dynamiques sont terribles. Donc là encore, je vous renvoie certes vers mes conférences, mais surtout vers les références que j'y mets, et puis vers les études de base, parce que je ne suis pas moi-même un expert de la biodiversité, je ne fais que m'appuyer sur les travaux des experts. La dernière dimension du monde naturel, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et là aussi, on a atteint des limites, les sols se dégradent en raison des activités humaines, que ce soit à cause de l'agriculture, qui est probablement la raison numéro 1 de dégradation des sols, notamment parce qu'on est nombreux, et qu'on est surtout nombreux à vouloir manger plus, et à vouloir manger surtout plus de viande, et la viande, ça prend énormément de place, et donc cette place, on va la chercher ailleurs, et souvent sur la forêt. Donc le changement d'affectation des sols, nous avons de l'urbanisation et de l'artificialisation, et puis également des pratiques minières, industrielles. Voilà, tout ça, ça atteint fortement aujourd'hui les sols, et puis derrière, le dérèglement climatique, la pollution, etc., va elle-même atteindre les sols directement ou indirectement. Voilà, donc tout ça, tout ce que je viens de dire, ce sont les différentes dimensions du monde naturel. Et à côté de ça, j'avais prévenu, il y a une dimension plus humaine des choses, qui est l'anthroposphère. Donc c'est à la fois les humains, mais c'est à la fois tout ce que les humains font, tout ce qu'ils produisent, que ce soit les constructions humaines, que ce soit les déchets produits, les objets, etc. Et donc aujourd'hui, l'anthroposphère et la taille de l'anthroposphère suit une courbe exponentielle pour l'instant. Évidemment, ça ne pourra pas durer dans un monde fini. Mais aujourd'hui, là, effectivement, nous sommes dans une phase d'explosion de cette anthroposphère, avec d'ailleurs une étude qui est apparue il n'y a pas si longtemps, qui expliquait que la masse de tout ce qu'avait produit l'homme, les hommes, depuis le début de l'humanité, en fait, depuis le début de la civilisation, pour être plus précis, la Mmh. masse avait dépassé la biomasse de tout ce qui existe, de tout ce qui est vivant, l'ensemble des végétaux, l'ensemble des animaux sur Terre, en tout cas tel qu'on l'évalue globalement. Alors il faut faire attention, parce qu'on parle de biomasse sèche, c'est-à-dire si on enlève l'eau du contenu, hein, globalement. Voilà. Mais même si on rajoute l'eau dans le contenu, on aura passé c'est-à-dire la taille, on évalue, hein, que la taille totale la masse totale de ce qu'a construit l'humanité aura dépassé la masse totale de ce qui vit, eau incluse, en 2031, si je ne me trompe pas. Ça, c'est l'hypothèse médiane. Bon, voilà, donc nous avons ces différents champs, et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que dans chacun de ces silos, dans chacune de ces sphères, il y a des limites, effectivement, à limite de fonctionnement de ces systèmes, qui sont interreliés, et puis limites dans ce qu'ils peuvent encaisser en termes de ce qu'on leur inflige. Et il se trouve que nous dépassons ces limites un peu à tous les niveaux. Donc en amont, nous prélevons des ressources plus rapidement qu'elles ne peuvent se renouveler, sachant qu'elles ne peuvent pas toutes se renouveler. Au Mmh. milieu, on transforme ces ressources avec de l'énergie. Cette transformation des ressources, c'est une transformation du monde, et on transforme le monde. On détruit le monde, parce qu'au passage, on détruit des choses plus rapidement que la capacité du monde à s'adapter et à se régénérer. Et puis en aval, on rejette des déchets et des pollutions, et on les rejette plus rapidement que ce que la Terre est capable de traiter, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire qu'il y a une accumulation toxique dans notre environnement. Et ce que l'on peut dire, effectivement, globalement, c'est que nous sommes en train d'attaquer d'une manière souvent irréversible, du moins irréversible à notre échelle de temps. C'est-à-dire c'est peut-être réversible sur des millions d'années, mais l'échelle de temps des sociétés humaines, c'est quelques milliers d'années, pas plus. Donc à cette échelle de temps-là, on est en train d'attaquer de manière irréversible ce qu'on peut appeler les systèmes de support de vie de la planète. Tout à l'heure, tu disais que j'ai une formation d'ingénieur et que j'ai plusieurs diplômes. Un de mes diplômes, enfin, j'ai 2 diplômes d'ingénieur et un des 2, c'est en astronautique. J'ai étudié comment on fait fonctionner notamment un D'accord. satellite. Et à bord d'un satellite ou d'un vaisseau spatial de manière générale, c'est le cas par exemple à bord de la Station spatiale internationale, on a des systèmes de support de vie qui sont tout ce qui permet de vivre à bord, que ce soit pour limiter, pour garder à l'intérieur de certaines limites la pression, la température, le degré hygrométrique de l'air, la concentration en CO2, en oxygène, etc. Voilà. Puis un certain nombre d'autres choses sur le recyclage des déchets, le recyclage de l'eau, etc. Et les fonctions métaboliques, on pourrait dire. Ouais, ces systèmes de support de vie sont excessivement importants. Si on a 0,1% de CO2 en plus dans l'atmosphère respirable de la Station spatiale internationale par rapport à la norme qui est mise en place, c'est une affaire de vie ou de mort. Dès qu'il y a le moindre dysfonctionnement, on arrête tout ce qu'on fait sur le champ et on se préoccupe de ça parce que c'est prioritaire sur tout le reste. Et ben, pourtant, on ne fait pas la même chose pour la planète. La planète, on peut imaginer que c'est un grand vaisseau spatial, enfin grand, une façon de parler, vis-à-vis d'un individu humain, c'est grand, mais un grand vaisseau spatial qui se balade dans le vide intersidéral, et on n'a que cette planète-là, et voilà, il y a des systèmes de support de vie. On est en train de les dérégler de manière irréversible. En toute logique, si on avait compris ça, on serait tous sur le pont, et on aurait abandonné tout ce qu'on fait par ailleurs pour gérer ça. Voilà, et puis on le fait pas. Voilà. Donc ça, c'était j'espère avoir répondu sur le fait qu'il y a des silos, effectivement, et que donc, dans chacun de ces silos, il y a des problèmes et des limites. Ce que je vais dire pour terminer, c'est qu'effectivement, là où on a un grave problème de méthode d'une manière générale, c'est qu'on considère que en traitant les différents problèmes qui se posent dans les différents silos, ça va suffire. Et c'est faux. Donc, l'exemple que je prends souvent, c'est que donc sur la question lithosphère, ben, il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc qui vont travailler sur l'accès aux ressources, que ce soit le pétrole que j'ai cité, un certain nombre de minerais, des choses qu'on peut tirer du sol, c'est valable pour plein de choses. Et ensuite, il y a l'hydrosphère, donc là c'est pareil, les cycles de l'eau, les problèmes de précipitation, les problèmes de météo, les problèmes d'accès à l'eau qui sont extrêmement importants. Il y a des gens qui se préoccupent de ça et qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui travaillent sur la biosphère, des gens qui travaillent donc sur comment on peut aider le vivant. Alors il y a des gens qui vont par exemple protéger les forêts, il y a des gens qui vont travailler, lutter contre la destruction des mangroves ou des barrières de corail ou je ne sais quoi, des tourbières, que sais-je. Voilà. Sur l'atmosphère, c'est pareil, on va parler de climat, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question climatique aujourd'hui, la question du règlement climatique, et puis Mm. sur la pédosphère aussi, la question des gens qui s'intéressent à la question agricole notamment, à la question de l'usage des sols, la déforestation et à la santé des sols. Voilà, et dans tous ces domaines-là, il y a des spécialistes qui luttent, et le travail qu'ils font est souvent absolument indispensable. C'est vital de pouvoir gérer les différents problèmes dans les différents silos. Après, il y a le monde humain, et là, c'est évidemment là qu'il y a le plus de gens qui travaillent, parce qu'il y a une obsession de l'homme pour l'homme. Donc, tout ce qui concerne l'homme semble prioritaire à nos yeux par rapport à tout le reste, et là on se trompe un petit peu déjà. Et donc il y a plein de gens pour s'occuper des problèmes strictement humains, et là je peux pas. La liste est absolument infinie, hein, que ce soit les problèmes politiques, sociaux, je sais pas, les droits de l'homme, tout rentre là-dedans. La santé, etc. Voilà. Mais pour autant, c'est très très rare que les gens travaillent de manière inter-silo. Ils travaillent dans un silo. Alors des fois, ils relient allez, 2 silos, des fois 3, mais jamais tous. Et c'est un grave problème, le fait qu'on n'ait pas de vision globale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun travaille dans son silo, même si tous ces gens-là arrivaient à résoudre tous les problèmes qu'ils voient, eh ben ça suffirait pas. Donc si tu veux, je termine là-dessus, parce que tu vois, je suis rentré dans une longue tirade, mais je termine là-dessus parce que c'est important et c'est le cœur de mon projet, de mon sujet, cette vision globale. Même si les gens arrivaient à résoudre tous les différents symptômes, eh ben, on ne s'attaquerait pas au mal profond. Voilà. Et donc, il faut comprendre ça. Tout à l'heure, je disais, on prélève des ressources en amont, on les transforme au milieu
en biens et en services, par exemple, et puis on rejette des pollutions en aval. En fait, il faut imaginer que les pollutions, elles sont de 3 natures, solides, liquides ou gazeuses. Et pour prendre un exemple, parmi les pollutions gazeuses, il y a les dégagements de gaz à effet de serre. Et donc, une des très nombreuses conséquences de ce problème de flux, qui est que on prend, on transforme et on rejette, c'est un flux qui est linéaire. On peut reboucler certaines choses dans ce flux, circulariser certaines choses, certaines filières, mais très peu de choses en réalité. C'est massivement un flux linéaire qui transforme la nature en déchets. Et donc, une de ces multiples conséquences, je dis, c'est le dérèglement climatique avec les dégagements de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un symptôme de ce flux, enfin du fait que ce flux est supérieur aux limites, puisque tu me parlais de limites. Mmh. Voilà. Et donc, à partir du moment où on traite uniquement les symptômes, d'un côté sur la forêt, de l'autre côté sur l'accès aux ressources en eau, de l'autre côté sur le dérèglement climatique, etc., érosion de la biodiversité, et j'en passe, on ne fait que traiter les différents symptômes du problème. Pour terminer là-dessus, pour bien comprendre, voilà, c'est un exemple que je prends souvent. Alors, il n'est pas rose, hein, c'est pas un exemple glorieux, mais il a le mérite d'être parlant. Imaginons que tu aies des maux de crâne persistants, imaginons que tu aies des problèmes de peau et que tu aies des problèmes digestifs. Bon, ben, si tu te choisis de traiter chacun de ces problèmes en silo, de manière séparée, eh ben, il y a des solutions. Donc, tu vas pouvoir être relativement tranquille, hein, parce que pour le maux de tête, bon, bah, il y a du paracétamol ou un certain nombre d'autres choses, de l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple. Pour la peau, ben, tu vas pouvoir te mettre des crèmes, par exemple, aux corticoïdes, et puis pour les problèmes digestifs, je sais pas, tu prends du Smecta ou tu changes même éventuellement ta façon de bouffer. Mais globalement, chacun de ces problèmes a un certain nombre de solutions disponibles. Bon ben voilà, hop, c'est fait, c'est réglé. Ouais, mais non. Mmh. Imaginons qu'en fait tous ces symptômes sont en réalité liés au même mal profond, qui est que tu as un cancer généralisé, hein, je vous avais dit que c'était pas rose, ma métaphore. Imaginons que tu as un cancer généralisé qui se manifeste de plein de manières différentes. Bon ben vas-y, traite tous les symptômes que tu veux, hein, séparément. Mais tant que tu n'as pas pris conscience du problème fondamental qui est le cancer, eh ben ça suffira pas. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, parce que traiter les différents symptômes, ça permet de vivre beaucoup mieux. En l'occurrence, dans le monde réel, traiter le problème climatique, par exemple, traiter le problème de l'accès à l'eau, par exemple, et un certain nombre d'autres choses, c'est absolument indispensable. Et on arrive à ce concept bizarroïde qui est que c'est vital, mais dérisoire. Il faut le faire, impérativement, mais par contre, c'est loin d'être suffisant. L'important, ça serait de s'attaquer au fond du problème, mais on ne le fait pas. Voilà. Donc on s'attaque aux symptômes, mais pas au mal. Tu dépeins très bien la situation, je trouve, sur tous ces sujets-là. Alors, tu as signé tu Je te remercie, mais co-signé un. c'était très long parce que justement, là, tu m'as posé une question, mais en fait, cette question, elle synthétise une grosse partie de mon travail. En réalité, je peux donner une Oui, conférence c'est clair. de 8 heures là-dessus, mais bon. Je disais, tu as co-signé un ouvrage qui s'appelle Collapsus. Alors, il y a un moment, là, tu nous peins quand même un effondrement. D'ailleurs, tu dis que cet effondrement, il est en cours, que pour une grosse partie, il est irréversible et que 80% de ce qui s'est passé, on ne peut pas le retourner. Pourtant, tu refuses l'étiquette de collapsologue. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Oui, enfin, effectivement, j'ai critiqué, mais dans le bon sens du terme, je pense, c'est-à-dire pas de manière, pas pour attaquer les gens. Si tu veux, la collapsologie, donc déjà, c'est un mot, c'est un terme qui a été inventé par 2 auteurs qui sont Raphaël Stevens et Pablo Servigne en 2015, dans un bouquin qui faisait une espèce d'état des lieux de la problématique, qui s'appelait Comment tout peut s'effondrer, et qui est un bon bouquin en termes de références bibliographiques, notamment. C'est assez complet, même si depuis 2015, il s'est passé beaucoup de choses, donc c'est aujourd'hui très incomplet finalement, mais à l'époque, c'était très, très complet. Ça vaut toujours le coup d'être lu, à mon sens. Après, il ne faut pas y chercher des solutions, hein, c'est juste sur le constat. Bon, bref, ils ont créé ce mot, et l'idée, c'était que la collapsologie, ce serait le champ disciplinaire qui étudie les risques d'effondrement, globalement. Je n'ai pas la définition au mot près en tête, hein, mais c'était à peu près ça. Bon, eh bien, ça, je pourrais dire, si véritablement la collapsologie était ça, je pourrais dire que je suis collapsologue notamment. C'est-à-dire, mon champ de recherche ne se limiterait pas à ça, mais en tout cas, ce champ de recherche-là serait incorporé au mien, puisqu'effectivement, je m'intéresse notamment au risque de ce qu'on peut appeler des effondrements, et on va y revenir, parce qu'il faut définir ce terme qui fait très peur comme ça, mais qui est en réalité un terme un peu Mmh. subtil. Bon, mais par contre, la réalité, c'est que dans les faits, la collapsologie n'est pas
ne correspond pas à sa définition dans le bouquin. Voilà, donc c'est ça le problème. C'est pas un champ disciplinaire, pas encore du moins, puisqu'il n'y a pas encore eu de travail, et ça c'est pas une critique de quiconque, mais c'est juste qu'il n'y a pas encore eu de travail académique à proprement parler qui a été fait là-dessus, qu'on manque de méthodes pour arriver à faire vraiment de la transdisciplinarité, pour croiser des informations de nature très variée, et que donc il y a un certain nombre de soucis. On est plus finalement dans le registre de la prospective que dans le registre d'une discipline scientifique à proprement parler. Voilà, il n'y a pas de pairs, il n'y a pas de revues à comité de lecture qui peuvent publier des choses qui sont ensuite soumises à la communauté des experts de la question, et ensuite il y a un travail de relecture et de réponse qui est fait par les auteurs, etc., etc. Ce qui est la démarche, on va dire, scientifique classique et normale. Et donc il n'y a pas encore cette démarche. Donc ça c'est le premier problème, c'est pas un champ scientifique. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui n'importe qui se dit collapsologue à partir du moment où il a lu un article dessus, où il s'intéresse au sujet, et puis voilà. Donc le mot collapsologue est trop polysémique. S'il y avait eu d'un côté les collapsologistes, qui sont les gens qui s'intéressent au sujet, et de l'autre côté les collapsologues, qui sont vraiment les quelques personnes qui vraiment ont creusé à fond ce sujet d'une manière scientifique, on va dire, à ce moment-là, je me catégoriserais peut-être, notamment, du côté des collapsologues. De la même manière qu'en écologie, il y a les gécologistes qui s'intéressent à l'écologie, et puis il y a les écologues qui sont des spécialistes. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, on appelle collapsologue n'importe qui sur sa page Facebook a partagé un article sur la question et puis a mis un post. Donc moi, voilà, je ne me reconnais pas, je ne vais pas me dire collapsologue dans ces conditions, si tu veux. Ok ? Voilà, pour répondre à ta question. Merci d'avoir écouté la première partie de cette conversation. J'ai décidé de la séparer en deux parce qu'il y a beaucoup d'informations. Pour aujourd'hui, ça peut vous sembler un peu angoissant. Laissez ces informations s'ancrer, c'est important, mais surtout, revenez écouter la deuxième partie la semaine prochaine où on parle des solutions collectives, individuelles, des changements de paradigme. Arthur me le disait, sa conférence n'est pas anxiogène au global parce que le dernier tiers compense. Alors pour une bonne dose d'inspiration, il va falloir que vous reveniez la semaine prochaine. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.